Je donne tout de suite la parole à M. Adardor de Marrakech qui va nous présenter l'importance d'une approche globale du diagnostic précoce de la surdité, rôle du pédiatre. À vous la parole, M. Adardor. Merci. La présentation, je l'ai donnée au monsieur. Bonjour à tous. Donc, à mon tour de remercier avant de commencer, et en attendant à ce que ma présentation s'affiche, de remercier les organisateurs et à leur tête, professeur Daoudi. Je remercie aussi professeur Malhaine, parce que je sais que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et donc, merci aussi à tous les membres du bureau qui font un travail magnifique. Je vois qu'il y a de l'intérêt. Et merci pour cette opportunité et occasion d'échange à propos d'un sujet qui est très transversal, pluridisciplinaire. C'est par cela qu'a terminé mon ami Fadl, de dire que la surdité appartient aux ORL, un peu, pas beaucoup. Il appartient beaucoup aux pédiatres, mais elle appartient aussi aux paramédicaux et aussi aux pédopsychiatres. On sait aussi que nos orthophonistes font un travail extraordinaire dans la prise en charge de la surdité, les psychomotriciens, parce que on évoque le sujet en lui-même, mais nous avons aussi au pourtour tout le polyhandicap et le multi-handicap. Et souvent, le résultat n'est pas lié à ce geste final que va faire l'ORL en incisant une otite muqueuse ou en prescrivant une prothèse auditive pour une surdité de perception. Monsieur Daoudi, le temps n'est pas compté, hein. Je suis en train de parler à mes amis. La présentation n'est pas encore. En incisant une otite muqueuse, en prescrivant une prothèse auditive, ou carrément en faisant une chirurgie d'implantation cochléaire pour une surdité bilatérale profonde. Le pronostic est ailleurs. Le pronostic, c'est ça, c'est vrai. Il faut diagnostiquer, il faut prendre en charge la surdité, mais il faut savoir aussi collaborer avec les différents acteurs qui permettent un très bon résultat. Le pronostic est aussi dans l'étiologie de la surdité. Actuellement, par exemple, je peux vous dire que nous avons la chance d'avoir un déficit qui est souvent curable, à condition de le récupérer, comme l'a dit le professeur Malhaine, dans les premières années de vie, avant l'instauration des problèmes de langage qui peuvent être définitifs et récupérables. Ce déficit est récupérable moyennant un diagnostic précoce, un regard et une vision globale sur l'ensemble de ce que peut porter l'enfant comme déficit. C'est là. C'est bon? Bon, et c'est l'objectif de la communication d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai envie de dire que si on regarde un point de l'âge de l'enfant, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Il faut plutôt une vision globale diagnostique, que ce soit le diagnostic positif, le diagnostic étiologique, le diagnostic de gravité. Ma communication est affichée dans l'ordinateur, mais je ne la vois pas pour l'assistance. Voilà. Donc, je peux passer sur cette diapositive. Donc, la surdité est le premier handicap neurosensoriel de l'enfant, bien avant d'autres. Il est beaucoup plus fréquent que les premières pathologies à dépister. Elle vient de dire que au Maroc, c'est 3 pour 1000, parce que nous avons beaucoup de facteurs de risque de surdité. Ça, on parle que de la surdité de perception néonatale. On ne parle pas des surdités secondaires. 3 pour 1000, c'est beaucoup. Avoir 3 pour 1000 sourds profonds qui vont devenir des sourds muets si on ne les traite pas, c'est énorme.
Donc avec ces conséquences dramatiques qui peuvent aller des fois jusqu'à l'absence totale d'acquisition de langage, en passant par un simple retard de langage ou de communication selon l'importance de la surdité. Et puis, depuis longtemps, on croyait que la surdité n'influence que le langage. Mais finalement, il influence toutes les fonctions de l'enfant qui sont en rapport avec le langage, essentiellement la pensée critique. Donc, la surdité a des retombées aussi cognitifs de l'enfant. Il y a eu un congrès mondial d'audiologie la semaine dernière, où il y a 10 jours, on en parlait, et je vois que certains pédiatres ont assisté au congrès mondial de l'audiologie, donc, et ça fait énormément plaisir. On a pratiquement la moitié du temps de congrès, qui a duré 4 jours, parlé que de la cognition et la surdité. Donc, et je ne vois pas qui d'autre qui peut faire ce travail que le pédiatre. Moi qui est ORL, il m'est impossible de prétendre de prendre en charge ces enfants dans leur aspect global. C'est le pédiatre qui va faire le travail. Les étiologies sont diverses, elles sont congénitales, mais elles sont aussi secondaires, ce qui fait que nous avons la pathologie qui est étalée sur toute la durée de l'enfance. Je ne sais pas, on s'arrête quand pour la définition d'un enfant, peut-être à 16 ans, c'est ça. Je ne suis pas pédiatre, mais aussi l'adulte. Nous avons déjà, nous sommes menacés par la presbyacousie précoce. À partir de 45 ans, 50 ans, il y a de la presbyacousie précoce, et à partir de 60 ans, tout le monde va devenir sourd. Donc on ne peut pas imaginer la surdité comme étant quelque chose qu'on va dépister sur un temps T et être tranquille. Non, ça s'étale. Donc, toutes les occasions de diagnostic sont les bienvenues, à partir du dépistage systématique néonatal, en passant par le dépistage ciblé ou individuel à l'occasion de 2 facteurs de risque, et aussi, la surdité doit être évoquée devant toute symptomatologie clinique qui devrait l'évoquer. Parfois même, il n'y a aucune symptomatologie, et on devrait aller la chercher chez l'enfant, le nouveau-né, la petite enfance et le grand enfant. Et ici, l'acteur principal, c'est le pédiatre, par la force des choses, parce que c'est lui qui est au contact le temps de l'enfant, soit à l'occasion des consultations systématisées, pour la vaccination par exemple, ou à la demande des parents. Je pense que je peux passer rapidement sur ces critères parce qu'ils ont été évoqués. La surdité est un handicap aussi bien par professeur Mortari que par mon ami Fadl. La surdité est un handicap qui répond à tous les critères de l'OMS pour qu'il soit pris en charge en dépistage néonatal systématique, parce qu'il faut savoir l'utilisation de mots et leur signification, parce que c'est un problème majeur de la santé publique. Bientôt, on va arriver à 3 pour 1000. L'histoire naturelle de la surdité est connue. On sait qu'un enfant qui n'est pas traité, s'il a une surdité profonde, ça sera, je ne dirais pas catastrophe, de la mort sociale. Voilà. Il est destiné à la mort sociale, et on sait très bien le devenir de ces enfants. Le diagnostic précoce est possible et précis. Il ne faut plus dire qu'on ne peut pas diagnostiquer précisément le niveau de l'audition chez un nouveau-né ou un enfant. Non, c'est possible. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile, c'est très difficile. Je ne sais pas si tout le monde a fait attention à certains propos qu'a dit le professeur Malaini sur l'évaluation de... Je salue la présence de mon maître professeur Bouskaraoui, ou les premiers POA qu'on avait fait en 2006, 2007, 2008, les POA vrais, pas les POA, parce qu'on n'avait pas les POA automatisés. Ils m'ont envoyé des enfants pour faire des POA, et je n'arrivais pratiquement pas à signer que c'est un enfant sourd ou anormal. On a la main qui tremble. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que ces tests objectifs, ils ne testent qu'une bande de fréquence, ils ne testent que 2000 et 4000. C'est très important, c'est exceptionnel d'avoir un enfant qui n'entend pas 2000 et 4000 et qui a une surdité sur les autres fréquences. Mais c'est possible. On a des cas comme ça, on a vu des cas comme ça, où le PA, soit qu'il est normal alors que l'enfant a des surdités sur les fréquences graves, soit qu'il est pathologique alors que l'enfant entend les autres fréquences. Donc il faut obligatoirement, on n'a plus le droit de signer qu'un enfant est normal ou sourd sur que les tests objectifs. Il faut des tests subjectifs, comportementaux, audiométrie vocale à partir du moment où l'enfant aurait quelques mots à prononcer. Et ça relève... Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui font de l'audiométrie comportementale et de l'audiométrie vocale de l'enfant. Il y en a quelques-uns au Maroc, et il faut se méfier de ça. Les tests de dépistage sont sensibles, spécifiques, acceptables, très largement... le coût par rapport à la maladie est très important. Ils sont
très efficace. Le traitement est très efficace. Si on arrive à diagnostiquer un enfant très tôt qui a une surdité bilatérale, qui allait devenir sourd, qui est sourd profond, qui allait devenir muet, la prise en charge initiale, à condition qu'il n'ait pas d'autres déficits, on arrive à une scolarisation normale à des enfants normaux. Donc le traitement est efficace et on sait que la star de ce genre de prise en charge de surdité était l'invention de l'implant cochléaire, quoique la thérapie génique maintenant, sur certaines surdités, est en train de prendre le dessus. Le dépistage de la surdité est très différent des dépistages des autres maladies par beaucoup de choses, parce qu'on est en train de dépister une fonction. On n'est pas en train de dépister une hormone, une insuffisance on est en train de... Et en général, l'évaluation des fonctions, il est beaucoup plus subjectif qu'objectif. On cède d'auto-émotion, on cède de PEA, que ce soit avec produit d'IPI, OTE, on cède de tout ça, mais il faut se méfier des fois. Il y a toujours certains qui peuvent se filer et donner des faux positifs et des faux négatifs, parfois dramatiques, et il faut passer par des centres qui savent faire des tests comportementaux et vocaux. Alors, ils visent, en général, quand on parle de dépistage de la surdité, on parle de dépistage systématique néonatal. Donc, on oublie les autres. Dépistage systématique néonatal, pourquoi ? Parce que c'est lui qui va nous permettre de diagnostiquer cette fameuse surdité dont elle a parlé le professeur Malaini, qui est la surdité permanente, bilatérale, néonatale. Et moi, j'ajouterais peut-être un 2P, de perception et profonde. De perception et profonde. Pas moi, il y a des articles qui ont ajouté ça. Perception et profonde, pourquoi ? Parce qu'en général, les surdités de transmission, quand ils ne sont pas associés à une atteinte mixte, à une chute de la conduction osseuse, ils passent dans le dépistage. Et puis, toutes les surdités moyennes et légères ne sont pas prises par les auto-émotions acoustiques. Et puis, toutes les neuropathies auditives, les auto-émotions acoustiques sont positives chez tous les enfants qui ont une neuropathie auditive. Mais ça reste un test de dépistage très fiable, et c'est lui qu'il faut utiliser, parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'interprétation. Maintenant, mettre en place un dépistage de la surdité, ce n'est pas facile. Il y a des contraintes avant la mise en place. Le professeur Mortari en a parlé. La constitution de formation des équipes, établissement des circuits. Il ne se fait pas de diagnostiquer un enfant, alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir. Est-ce que ses parents, est-ce qu'on a donné le droit à ses parents de leur dire voilà ce qui vous attend? Non. Est-ce qu'ils sont déjà d'accord de faire ce dépistage ou pas? Le matériel, il faut le généraliser. Je sais que ça ne coûte pas très cher par rapport à la maladie. Et il faut une communication. Comment communiquer entre les différents centres? Des codages. On n'a pas cette culture de codage. Ceux qui sont passés en France comme internes, c'était pénible de faire les codages des maladies. Tous les patients qui passent ont un code. On n'a pas cette culture au Maroc de coder et une sensibilisation publique. Et je sais que chaque mot de cette partie inférieure de la diapositive, là, on peut en faire une communication. Et on peut faire une discussion nationale. Et puis après la mise en place, il faut demander aux gens qui ont fait le dépistage de la surdité. Il y a même certains qui disent qu'il faut le laisser, mais à partir du moment où on n'a pas cette vision globale durant toute la vie de l'enfant, ils sont en train de se poser la question, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou pas? Donc, parce qu'il y a des problèmes d'exhaustivité, comment inclure tout le monde? Et on sait qu'au Maroc, apparemment, maintenant, il y a une naissance sur 10 qui se fait en dehors de toute structure sanitaire, déjà. Donc, pour être systématique, ce n'est pas évident. Donc, ces problèmes d'exhaustivité s'ajoutent donc ce problème-là. Il y a une maturité auditive qui se fait pendant les 3 mois. Donc, si vous avez un test positif, quand on dit un test positif, ça veut dire que l'enfant est fort probablement sourd. Il faut savoir, surtout quand il y a des facteurs de risque. Le professeur Mortari a dit que les facteurs de risque influencent en général le dépistage et l'influencent aussi la surdité. Donc, quand vous avez des facteurs de risque, il faut laisser cette chance à l'enfant des fois de récupérer, certaines neuropathies évolutives pour récupérer. Je vous jure que ce n'est pas une tâche facile, mais ça commence par ça. Ça commence par la sensibilisation et que le pédiatre doit s'y mettre à vouloir diagnostiquer précocement et à s'engager dans ce projet. Et puis surtout, que ce dépistage ne couvre qu'une seule forme de surdité, c'est la surdité permanente bilatérale néonatale. Alors on ne parle pas des surdités évolutives, des surdités secondaires, les autres formes cliniques qui ont besoin d'être aussi dépistées par le pédiatre, mais chez lui dans son cabinet ou là où il travaille à l'hôpital. Il faut s'y mettre, tout le monde aura un PEA automatisé et c'est un exercice qui est assez facile
à faire. Alors, voyons on peut voir dans ce schéma-là, en vert, c'est la surdité qui est dépistée systématiquement au néonatal dans les grandes nations de biologie, par exemple en Europe, c'est la Belgique. Ils ratent personne, ils font un dépistage, sauf pour les gens qui refusent. Et en rouge, nous avons toutes les surdités qui ne sont pas dépistées. Nous avons pratiquement toutes les surdités de transmission. Nous avons les surdités de perception moyenne. Ces surdités de perception moyenne méritent un arrêt. Alors, vous avez des enfants qui ont à peu près 30 décibels de perte, 40 décibels de perte. Ils arrivent à développer un langage normal. Et ils peuvent aller à l'école, ils comprennent ce qui se passe à l'école. Si c'est des enfants intelligents, ils passent par des normaux. Et s'ils sont un peu pas très intelligents, ils passent par des débiles aussi, des fois. Ok, là, ça. Cette surdité moyenne, en général, elle est diagnostiquée à l'âge de 10 ans. Et pour moi, vraiment, sincèrement, la surdité profonde, en général, sauf qu'il faut respecter les mamans, il faut considérer ce qu'elles nous disent. Des fois, ils nous ramènent des enfants, ils vous disent « Écoutez, docteur, c'est pas comme sa sœur. Il n'a pas appris les premiers mots. » C'est nous qui le disons encore, les ORL et les pédiatres. Et je ne dirais pas chaque jour, mais on les voit encore. Et la maman lui dit « Oui, j'ai déjà consulté un ORL. » Il m'a dit « Non, c'est pas grave, ça va venir. » Alors, si les systèmes sont en train de développer des dépistages en l'absence de tout signe clinique, on cherche la surdité, nous, médecins, on continue encore à dire aux mamans « Non. Tout problème de langage doit bénéficier d'une exploration auditive, quel que soit le problème. Et les orthophonistes sont un peu en longueur d'avance par rapport à nous. Ils refusent de prendre en charge. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dès que vous leur envoyez un enfant pour la rééducation orthophonique, ils vous disent, docteur, ils vont mieux passer par... normal. Docteur, vous pouvez faire un PEA. Ils sont un peu en longueur d'avance par rapport à... Je ne sais pas si j'ai le temps de déborder un tout petit peu. Alors, le diagnostic, ce n'est pas suffisant, mais il y a aussi un diagnostic de gravité et pour savoir le pronostic. Qui peut faire ça? L'ORL? Non. Le généraliste? Peut-être. Mais c'est surtout le pédiatre. Il faut voir l'environnement familial. Certaines étiologies, si vous avez une surdité ACMV, une méningite, rapidement, il faut prendre en charge l'enfant. Rien que la semaine dernière, un pédiatre m'a envoyé un enfant qui a fait une calcification totale d'un côté et un début de calcification de l'autre dû à une méningite ACMV, et j'espère qu'on va pouvoir l'implanter de l'autre côté où il y a très peu de calcification, parce que ces enfants peuvent être irrécupérables. Des fois, c'est sur quelques mois. L'âge de la prise en charge, on connaît les surdités prélinguales, postlinguales, précoces, postlinguales, etc. C'est les 3 premières années. On peut prolonger jusqu'à 5, mais jamais au-delà. L'une des surdités non encore curables, en plus de syndrome de Michel, qui est l'aplasie majeure, qui est l'absence totale de développement de la cochlée, c'est les surdités prélinguales diagnostiquées après 5 ans. Il n'y a pratiquement plus rien à faire. On en a fait quelques-uns qui commencent à émettre des mots, à entendre la tonalité, mais on n'arriverait jamais à récupérer une audition normale et un langage normal. Je salue cette prise de conscience qui est l'exemple et des pédiatres qui ont assisté au congrès mondial de l'audiologie. Et c'est une chose qui s'impose. Et à une question posée aux omnipraticiens par une revue spécialisée et dédiée à l'ORL, la revue médicale suisse que vous connaissez peut-être, ils ont posé la question « Quel est le sujet qui vous intéresse dans la formation médicale continue ?» Et c'est la surdité de l'enfant qui sort en premier lieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des choses qui s'imposent, parce que maintenant, le pédiatre a le droit de prescrire la prothèse auditive, à condition que la première prescription soit faite par l'ORL. La reconduction, on ne peut pas chercher l'ORL tout le temps pour reconduire une prothèse auditive normale. La deuxième des choses, je reprends les mots qui ont été utilisés par la Haute Autorité de Santé. En France, un pédiatre peut renouveler une prescription de prothèse auditive à condition que la première prescription soit faite par l'ORL. Le pédiatre est habilité à suivre et à évaluer l'éducation de l'enfant. Ça, c'est une permission qui est donnée ici. Mais bientôt, ça va devenir une obligation. Donc, il faut s'y mettre. Donc, je vais commencer ma communication. Je vais vous inviter à une vision globale
de prise en charge et une vision holistique de prise en charge et à développer un jargon, des mots à utiliser parce que c'est un déficit où on va travailler avec plusieurs personnes, l'ORL, le pédiatre, l'orthophoniste, le pédopsychiatre, les gens qui s'occupent d'autres. Il ne faut pas se focaliser que sur le déficit. Donc la surdité la plus importante, c'est là. Au Maroc, je pense que nous avons 600 000 naissances par an, entre 600 000 et 700 000, selon le Haut Commissariat au Plan, pas aux réfugiés, non, au Haut Commissariat au Plan. Donc ça nous fera à peu près 600 à 700 surdités profondes, ce qui est énorme. Alors, en période néonatale, je vais aller plus vite pour vous faire bénéficier aussi des dernières diapositives. En période néonatale, nous avons deux étapes qu'on appelle aussi filières. Une filière de suspicion, il est paramédical, c'est une filière technique, c'est une filière de dépistage, et puis nous avons une filière qui s'appelle une filière de diagnostic, qui est une filière médicale. Mais ce qui est, et je ne saurais pas le faire comme il l'a fait le professeur Mortari, cette étape technique, on ne peut pas la laisser être paramédicale tout simplement, parce qu'il incarne, il comporte des informations médicales, des secrets professionnels, des annonces, des contre-annonces, des faux positifs, des faux négatifs. Même dans ce côté technique qui est fait en général par la sage-femme, le pédiatre est présent. Le pédiatre est présent pour la formation, l'accompagnement, leur dire leurs limites. On n'annonce jamais un diagnostic. Ils peuvent donner des informations techniques, mais ils ne peuvent jamais donner des informations médicales. Et puis dans le test 2 que vous voyez ici, le test 2, c'est au cas où il y a réfère, ça veut dire que échec, qu'on a suspecté la surdité. Ce test 2 contient des informations médicales. Donc c'est le pédiatre, on ne peut pas. Et pour dire que tous les tests négatifs passent sans transférer à un centre de documentation, sauf rien que pour mettre les centres de documentation au Maroc. D'ailleurs, en France, ça a demandé entre la région de Champagne-Ardenne qui a commencé à faire le dépistage de la surdité, et entre cette région et la généralisation, ensuite c'est l'Île-de-France qui est venue avec Garabédian, les Desnoyers, les gens qui s'occupent de l'enfant. D'ailleurs, je ne sais pas comment on va faire un jour à penser à faire de l'ORL pédiatrique. Et j'invite mon ami le professeur Mohamed à penser à faire de l'ORL pédiatrique dans le service et à développer de l'ORL pédiatrique parce que déjà, un enfant n'est pas un petit adulte partout. Et puis, dans les déficiences auditives, je ne sais pas comment on va faire pour prendre en charge les cancers, les thyroïdes, les chirurgies, la surdité, et la surdité de l'enfant avec son handicap, etc. Non. Je pense qu'on doit penser à développer le service. Moi, quand j'ai fait l'ORL, je l'ai fait pour l'ORL pédiatrique. J'étais en réanimation chirurgicale chez professeur Sdraoui. Je voulais faire la pédiatrie chirurgicale et c'est professeur Saïd Mustafa, que certains connaissent, qui m'a invité à l'ORL. Il m'a dit, viens, on va faire de l'ORL pédiatrique. Malheureusement, ça n'a pas, jusqu'à l'instant, ça n'a pas voté. C'était en 2000. Enfin bref, on n'a pas le temps pour raconter des anecdotes. Si les infos positives passent, alors ça passe, on va envoyer au centre de diagnostic où il y aura le pédiatre ou l'ORL. Les facteurs de risque, professeur Mlaïn en a parlé, 40 à 50% des enfants qui ont une surdité ont un facteur de risque. Donc rien que par le fait, par exemple, si vous avez un enfant qui a un facteur de risque de surdité, vous lui faites un dépistage, on chope combien ? 50% des enfants qui vont avoir la surdité. Alors, toujours l'ORL, la place de pédiatre dans ce test numéro 2, voilà, ça c'est très important. Vous avez des centres, comme en Belgique par exemple, qui ont instauré on pourrait dire qu'un pare-feu clinique ou un firewall informatique par un test 3 pour essayer de dégorger un peu les centres de diagnostic et les centres de prise en charge, parce qu'il y a beaucoup de faux positifs. Et c'est le pédiatre qui fait ça aussi. Ce test, il est fait par PEA. Donc, au résumé, le pédiatre est là pour former, pour identifier les facteurs de risque, pour informer la famille, pour annoncer, pour beaucoup de choses. Les autres formes cliniques, moyennant un simple œil averti et une connaissance des pathologies, on peut diagnostiquer beaucoup de surdité. Nous avons, par exemple, les gynosurdités syndromiques. Le raisonnement clinique est le suivant. Si vous avez... Pardon. Oh là là. Un bug.
si vous avez une malformation, le raisonnement clinique est le suivant. Si vous avez une malformation de conduit auditif externe, le raisonnement clinique est le suivant. Si vous avez une malformation de conduit auditif externe, il faut penser à certains syndromes. À leur tête, Treschen-Collins, syndrome de Goldenhar, syndrome de Crouzon, qui ont tous en commun une dysmorphie faciale. Mais ils ont aussi quelques particularités qui les différencient de l'un à l'autre. Ces enfants portent des surdités. La plupart une surdité de transmission, mais certains une surdité mixte, voire une surdité de perception. Après, les autres syndromes qui portent aussi une malformation du conduit, et ça peut aller d'une simple fistule, il ne faut rien négliger, ça peut aller, les malformations broncales, ça peut aller d'une simple fistule au niveau du cou à une absence complète du pavillon, et l'incidence sur l'audition, il est identique. Nous avons le BOR, le syndrome broncho-otorinal, nous avons le syndrome de charge, que je vous ai exposé ici parce que ça n'a rien à voir avec le verbe charger. C'est un acronyme qui contient le colobome et entre autres le déficit auditif, le syndrome de Dijorge, les Klippel-Feil, etc. Et un ORL ne peut pas enseigner les malformations pédiatres. Si, par contre, il y a une absence de malformation de l'oreille externe, mais il y a quelques malformations physiques qui devraient penser à la surdité. Vous avez par exemple le syndrome de Waardenburg, la mèche de cheveux, les troubles cutanés, et le syndrome de Stickler aussi, il comporte quelques modifications qui devraient nous inciter à penser à la surdité. La neurofibromatose, que ce soit de type 1 ou de type 2, dès que vous avez de la neurofibromatose, il faut envoyer l'enfant à une exploration auditive. Parfois, nous n'avons ni la malformation de l'oreille, ni les signes qui devraient orienter vers la surdité. Donc nous sommes devant l'absence de tout signe physique qui peut orienter. Mais ils existent, ils sont patents. Ils sont latents, ils ne sont pas patents, il faut les chercher. Et à leur tête, nous avons le syndrome de Usher, le syndrome de Jervell-Nielsen, qui est responsable souvent d'un QT large à l'ECG, et il s'associe à une surdité dans plus de 60%. Alhamdoulilah, c'est souvent une surdité qui peut être gérée moyenne, mais des fois, elle peut être profonde. Le syndrome de Pendred, si vous avez un nodule thyroïdien chez un enfant et qu'il y a un retard de langage, c'est fort probablement, il comporte une malformation de l'oreille. Il faut passer directement faire un scanner. Il est rare de ne pas découvrir des malformations de la cochlée dans les syndromes de Pendred. Si par contre, nous ne sommes pas devant une surdité syndromique, que ce soit syndromique, signe physique, patent ou latent, nous sommes alors dans des surdités isolées. Et là, toute l'importance est donnée à la recherche du trouble de langage. Et il faut faire un bilan de langage. Et le strict minimum n'existe pas, c'est qu'il faut faire un bilan complet et voir si l'enfant il a un développement de langage normal et le suivre ainsi. S'il s'agit d'une surdité secondaire, des fois l'enfant il a un très bon langage, mais il est en train de régresser. S'il régresse à l'école, point de vue langagier, il faut souvent penser à une surdité secondaire. Je pense que j'avais inventé quelque chose, mais professeur Malainen en a parlé, là tout de suite. Je me dis, est-ce que ça ne serait pas intéressant de mettre une petite oreille dans les carnets de suivi des enfants, par exemple, et de demander au pédiatre, à chaque fois, par exemple, on va dire les 3 premiers mois, si c'est possible, ou plus tard la première année, de voir ça, par exemple, si l'enfant n'a pas une absence de réaction au son. Le premier mois, est-ce que son sommeil n'est pas trop calme par rapport à ce que le veut le milieu brillant où il dort l'enfant? Et aux alentours d'une année et demie à peu près, on va voir est-ce qu'il n'y a pas une disparition de babillage de l'enfant? Parce que certains babillages sont acquis, même si l'enfant est sourd, il peut l'avoir. Et c'est trompeur. Et c'est la disparition de babillage plus tard qui devrait nous inciter à penser à une surdité. Et puis, vers 2 ans, voir si l'enfant a acquis des mots ou pas. Voilà le diagnostic précoce qu'on cherche de pédiatre. Et c'est un dépistage qui sera fait déjà en comparant le niveau de langage de l'enfant par rapport à son... et j'invite l'association, par exemple, à penser à cette petite oreille-là, injectée dans les... parce que nous avons ces stations qui sont généralement obligatoires de passage de l'enfant chez le pédiatre, et de nous dire juste, est-ce que ça correspond vraiment au langage de l'enfant ou pas?
Je vous épargne des surdité de transmission, c'est juste pour vous dire qu'ils ne sont jamais... Attendez, les surdité de transmission ne sont jamais responsables d'une absence totale de langage. Ils sont responsables de retard de langage. Pourquoi je vous dis ça? Enfin, non, c'est une histoire un peu longue. Il y a un enfant qui a une surdité de transmission due à une otite suromuqueuse, qui est très fréquente à l'âge de 2 ans. Un chirurgien a mis des aérateurs, mais l'enfant ne s'est pas amélioré. Il n'a pas acquis le langage, il ne s'est pas amélioré. Ou il y a eu une poursuite judiciaire. C'est vous, aérateurs, qui ont fait que mon... instances de bled. Il vient, on le voit. Je lui ai dit non, votre surdité de transmission. Non, madame. Adam ne peut pas ne pas avoir le langage à cause de la surdité de transmission. Il peut avoir un retard de langage, des problèmes d'articulatoire, mais pas une absence totale d'acquisition de langage. Vous permettez qu'on fait des tests, etc. Vous avez quelqu'un devant la famille qui... Oui, un mot, il est sourd profond. D'accord, ben, c'est bien. On fait le scanner, on découvre une malformation majeure de la cochlée. Donc le chirurgien n'y est pour rien, il est implanté, il est d'Agadir, il est implanté, il est très bien. La surdité de transmission n'est jamais responsable d'une absence totale de langage, un retard de langage possible, mais non. Et sans traitement, maintenant, le traitement des surdités de transmission traite les prothèses à ancrage osseux, pas les implants. Les prothèses à ancrage osseux sont très efficaces, moyennant une chirurgie d'une demi-heure sans aucun risque, c'est très bien. Les surdités unilatérales, ce n'est pas vraiment ce qui pose problème. En général, c'est des enfants qui passent au dépistage. Ils peuvent acquérir. Le seul problème que pose la surdité unilatérale de l'enfant, de perception, c'est quand vous avez une surdité unilatérale avec oreille menacée. Si avec oreille normale menacée. Si la surdité unilatérale profonde est due à une méningite, s'il est dû à un CMV, s'il est génétique à l'autoforline, ça veut dire que l'autre oreille, il va venir. Si elle est menacée, il faut la traiter. Je suis à la conclusion. Je vous présente ici une surdité bilatérale profonde qui est traitée maintenant par l'implant bilatéral, quoique ça commence à être critiqué l'implantation bilatérale, sauf pour un seul diagnostic. Il est très bien, sauf pour un seul diagnostic. Si vous avez de l'autoferline, la génétique commence à donner des résultats. Il transforme les surdités totales aux surdités profondes, des profondes en légères, etc. La génétique, elle arrive. N'oubliez pas que toutes les surdités moyennes, sévères, etc., la prothèse auditive simple donne un très bon résultat. Là aussi, il faut des spécialistes de la prothèse auditive de l'enfant. Il y en a 1 ou 2 au Maroc qui arrivent à le faire. Je ne dis pas qu'ils sont des spécialistes, mais qui arrivent à faire l'enfant. Les surdités de transmission, la prothèse à ancrage osseux. Je ne vais pas développer ça parce qu'il y a mon ami professeur Mohamed qui va traiter donc les prises en charge. Les surdités de l'enfance sont très fréquentes, les conséquences peuvent être dramatiques mais sont très récupérables et je suis convaincu, je vous le dis ici, le professeur Mlaïnen sait que c'est ma conviction, on ne pourra jamais évoluer à prendre en charge ce déficit si les pédiatres ne sont pas dedans. Et je pense qu'ils sont un peu loin par rapport à tout ce qu'ils devraient faire. Le pédiatre joue un rôle capital, moyennement une formation, une vision globale, surtout une vision globale sur la prise en charge, que ce soit diagnostique ou thérapeutique. Je vous remercie. Merci, M. Adardour, pour cette excellente communication. Donc, je passe là. Merci, professeur Adardour, pour cet excellent exposé qui met point sur l'importance et tout l'intérêt du dépistage néonatal de la surdité afin d'améliorer et de récupérer donc, le pronostic neurosensoriel à long terme de cet enfant dépisté.